évolue au cours du temps, et ce qui nous donne la vitesse avec laquelle elle évolue, c'est son contenu énergétique. C'est les termes qui sont ici, toutes les formes de matière, d'énergie qui pourront être dans l'univers, voire même une forme qu'on assimilera à des propriétés géométriques qui sont traduites ici par le terme K sur A carré, sa forme exacte. Quand je disais que je voulais être technique, c'était juste pour vous expliquer l'origine physique des termes. Et puis une deuxième équation, qui là va être essentielle pour notre problématique, qui nous dit comment cette distance entre deux points, non pas évolue au cours du temps, mais dont la variation évolue au cours du temps. Donc c'est l'accélération, c'est la dérivée seconde. Et bien, elle nous est donnée, à nouveau par le contenu énergétique de notre univers, que ça soit sa contribution directement énergétique ou sa contribution sous forme d'une pression. Mais vous voyez qu'elle apparaît dans cette équation avec un signe moins devant. Tous les termes, 4, pi, g sur 3, bon, évidemment, sont positifs. Toute forme de matière, et c'est toutes les formes de matière que l'on connaît en laboratoire, toutes les formes de matière qui nous constituent, etc., sont telles que la densité et la pression qu'elles représentent sont toujours positives. Comme il y a un signe moins devant, ça veut dire que ce terme d'accélération ne peut être que négatif, c'est une décélération. Vous voyez qu'en fait, observer que l'expansion de l'univers est accélérée s'entrechoque avec une interprétation immédiate de cette équation qui nous dit qu'elle ne peut être que négative. C'est ce que j'écris ici. Dans un univers où on a des formes de matière standards, toutes les formes, absolument sans aucune exception, toutes les formes matérielles, macroscopiques et même microscopiques que l'on connaît en laboratoire, seul cas qu'on connaît qui peut s'écarter de cela, c'est ce qu'on appelle l'effet Casimir, un cas très particulier, mais qui fort probablement n'expliquerait pas à l'échelle de l'univers ce genre de phénomène, est tel donc que la contribution en énergie en pression est positive, et donc que le A de point ne peut être que négative. Donc que l'univers est effectivement dynamique, la distance entre deux points évolue au cours du temps, mais que cette distance ne peut pas s'accélérer au cours du temps. L'autre conséquence, et qu'on le voit ici, j'y faisais référence tout à l'heure, c'est que comme on parle d'une distance petit a, elle est positive, qu'on observe un mouvement de récession des galaxies, essentiellement, c'est-à-dire un mouvement de fuite des galaxies, donc la vitesse est positive, ça s'éloigne de nous, et que son accélération, par la conclusion de tout à l'heure, est négative. Quand vous construisez une fonction mathématique dont la fonction est positive, sa dérivée, donc sa variation est positive, mais la variation de sa variation est négative, vous êtes obligatoirement contraint, de façon géométrique, à avoir un point où elle s'annule. C'est ce qu'on va appeler le Big Bang. C'est juste pour vous le signaler, même si on ne va pas dire, c'est pas l'objet, que dans ce cadre théorique, dans lequel on a développé la cosmologie la plupart du temps, on ne peut faire autrement que d'avoir un Big Bang. Si on ne veut pas avoir un Big Bang, il faut soit changer toute la théorie, c'est pas simple, surtout après Einstein, je dirais, mais il faut, ou alors changer des petites choses, mais là on ne comprend pas bien ce qu'on fait. Donc, au passage, existence d'un Big Bang dans le cadre de cette théorie. Évidemment, si on s'arrêtait là, la description qu'on avait de l'univers serait beaucoup trop simple, parce qu'on aurait un ensemble homogène et isotrope qui n'est pas l'univers que l'on observe effectivement, où il suffit de regarder le ciel. Par exemple, ici est représenté les grands projets de cartographie de l'univers qui consistent à aller observer des centaines de milliers, des millions. Quand j'ai commencé mon travail de jeune étudiant en thèse, c'était des centaines, même pas quelques centaines, 200-300 galaxies pour cartographier l'univers. Maintenant, on en est à des centaines de millions et des millions, donc en 25 ans, on a des centaines de milliers, voire des millions de galaxies qui nous permettent de cartographier la distribution de matière dans l'univers, et on observe une distribution fortement inhomogène, avec donc des galaxies regroupées quelquefois en paires, des galaxies qui peuvent être regroupées en petits groupes de quelques éléments ou quelques dizaines, des groupes regroupés en amas, où il y a plusieurs milliers, des grands vides, des zones où il ne semble rien avoir, des galaxies réparties sur des grands plans, des grandes crêpes, on a appelé ça, des superamas, des regroupements de dizaines de milliers de galaxies, etc., etc. Donc un univers évidemment inhomogène. Pour parfaire alors notre description, le fluide de matière qui remplissait tout l'univers précédemment, celui dont je parlais, auquel j'ai associé une densité ρ et une pression P, ne peut plus être homogène. Tout comme la géométrie de l'univers, l'espace n'est pas homogène, le contenu ne sera plus homogène. Mathématiquement, les choses sont bien décrites rigoureusement. Il s'agit de reprendre les équations d'Einstein, qu'on avait donc précédemment simplifiées sous ces deux formes,
de les reprendre pour décrire les premiers écarts à l'homogénéité et de voir qu'un champ gravitationnel est alors présent qui résulte de la présence de la matière. C'est ce que décrit cette équation. Ne regardons pas le détail de l'équation, je veux juste faire percevoir le sens physique de l'équation. Il y a de la matière, cette matière crée une densité qui crée un champ de gravitation qui va donc modifier les mouvements de la matière évoluant dans ce champ de gravitation. La spécificité, la subtilité dans notre cas, c'est que notre espace dans lequel est répartie cette matière est lui-même en expansion. Et donc on doit explicitement, dans notre description, écrire que l'espace se dilate. Quand vous écrivez explicitement que l'espace se dilate, ce que vous obtenez, c'est aussi très important à comprendre, c'est que ce qui est source de la gravitation, ce n'est plus la matière elle-même, mais l'écart de la distribution de la matière à une distribution totalement homogène. En termes plus concrets, plus palpables, disons, ça signifie que si la matière dans l'univers était complètement homogène, exactement homogène, la quantité delta qui est écrite ici, qui décrit cette petit écart, et ben l'univers donc serait nul, et il n'y aurait pas de source à la gravitation, et l'univers resterait homogène. Il ne pourrait pas se structurer. Et donc, il est nécessaire, bien qu'on l'ait supposé essentiellement homogène, qu'il ne soit pas complètement homogène. C'est justement, déjà premier lien avec le projet Planck, l'observation de ces petites fluctuations très faibles, 10,5, donc 10 milliardièmes d'écart à l'homogénéité. C'est-à-dire qu'en un point de l'espace ou un autre point, il y a ici, s'il y a une certaine masse, ici, il y a la même quantité de matière, mais un 10 milliardième de plus ou 10 milliardième de moins. Vous voyez, très très peu. Mais c'est essentiel, parce que s'il n'y avait pas ce petit écart, il n'y aurait pas de source à la gravitation, et il n'y aurait pas d'évolution possible. Un univers exactement homogène resterait homogène, il ne se serait pas structuré comme on l'observe aujourd'hui. Par contre, faible quantité d'inhomogénéité, peut-être pas trop faible, on y reviendra, est nécessaire pour que le processus de structuration se mette en place et que l'univers se structure et forme la distribution que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est ce que je disais ici, un univers homogène reste homogène, mais que pour qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des toutes petites fluctuations, écarts primordiales, dès le départ, dans l'univers, pour que se structure notre univers. Ce qui est satisfaisant, plus que satisfaisant, c'est que ces fluctuations ont été effectivement observées, d'autant mieux depuis, je ne sais plus quelle était la date de communication publique des résultats de Planck, mais c'est déjà le cas en 1992 par l'expérience Kobe, avec une résolution relativement limitée, c'est ce qui est écrit ici. Non, ça c'est même Benzas et Woodson, c'est même encore avant, ça c'est Kobe, ça c'est WMAP, il faudrait rajouter maintenant Planck, qui a accentué la précision avec laquelle on mesurait ces fluctuations. Donc on les observe effectivement, ces fluctuations, ces petits écarts. Et on les caractérise même à travers ce qu'on appelle la fonction de corrélation, c'est-à-dire comment, en fait, elles sont distribuées. Ces petits germes, ces petits écarts à l'homogénéité dans l'univers, eh ben, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici, ils ne sont pas distribués n'importe comment. Ils sont distribués avec, justement, comme une sorte d'harmonie dans l'univers, essentiellement distribués à une certaine échelle, et puis on en retrouve un autre harmonique. C'est le pic qu'on voit là, à une autre échelle. Puis on en trouve encore une autre, etc. Qu'on peut, ça étant sur le ciel, qu'on peut aussi reconstruire sur la distribution volumique de l'univers. Point important, j'ai dit qu'il fallait que ces fluctuations soient présentes. Sinon on est bloqué, on ne structurera jamais l'univers, du fait même qu'il est en expansion. Mais ce qu'on remarque, et c'est ce qu'on mesure, que ces fluctuations sont très faibles. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que si je pars avec des écarts aussi fins, au tout début typiquement de l'univers, et que j'ai, pas plus, l'âge de l'univers pour les faire s'effondrer, pour que la matière s'effondre, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour former les objets que je forme aujourd'hui? Eh bien, en principe, non. Donc je suis très embêté, parce que si je n'ai que la matière que je connais, et que j'ai ce niveau de fluctuation, donc une distribution essentiellement la même, mais avec un tout petit écart à l'homogénéité, dans l'âge de l'univers, ces fluctuations étant si faibles, ayant peu de matière, la matière ordinaire, l'âge de l'univers serait insuffisant pour former des structures. D'où la nécessité d'introduire une matière supplémentaire, qu'on va appeler la matière noire.
Je le présente comme ça pour bien faire comprendre que, vous voyez, je n'ai pas parlé, parce que j'imagine que vous savez tout ça, ni de courbes de rotation dans les galaxies, ni d'amas de galaxies stables ou choses comme ça, qui sont le fait qu'on observe le mouvement des étoiles, par exemple, dans une galaxie, et qu'on se rend compte que le mouvement d'une étoile très distante du centre est toujours importante et ne retombe pas, comme le prédit la loi de Kepler, et comme on l'observe, par exemple, pour les mouvements des planètes autour du Soleil. Une planète très extérieure du système solaire tourne beaucoup moins vite qu'une planète proche du système solaire. Vous savez que l'effet fronde, parce que vous avez une toute petite fronde, ça tourne très vite. Si vous avez un grand lasso, l'objet tourne beaucoup plus lentement. Dans le cas, donc ça c'est ce qu'on appelle l'énigme des courbes de rotation plate, le fait qu'on ait la même vitesse, qu'on soit proche du centre d'une galaxie ou au bord d'une galaxie dans les galaxies spirales, amène à introduire de la matière noire. Vous voyez, moi je ne l'ai pas du tout introduit comme ça. Je l'ai introduite uniquement sur des considérations cosmologiques. Premièrement, j'ai un univers qui est en expansion,